Salut tout le monde! Voici enfin la vidéo sur Bell Hooks que je vous proposais dans la série sur le travail domestique et que vous êtes nombreux à m'avoir demandé. Bell Hooks est méconnu en France alors que son principal livre, De la marge au centre, présente une théorie féministe très complète qui articule les luttes anticapitalistes et antiracistes au féminisme. Du fait des mauvais procès qu'on fait actuellement aux théories intersectionnelles, qu'on dit gangréner le monde académique et enseignant sans les comprendre, et qu'on assimile à des idéologies militantes, mensongères et pernicieuses, il nous semble important de connaître plus précisément le corpus de Bell Hooks. Avant Kimberlé Crenshaw, dont on a fait la créatrice du terme intersectionnalité, elle montre déjà que les discriminations liées à la classe sociale, la couleur de peau ou le genre entrent souvent en intersection et amplifie la domination. Cette analyse, rappelons-le dès maintenant pour prévenir les mythes et les fantasmes répandus à ce sujet, est loin d'être majoritaire et même connue dans le monde académique. Elle repose souvent par ailleurs sur des bases descriptives tout à fait sérieuses, des témoignages de souffrances réelles et des méthodes issues des sciences sociales plutôt que des agendas militants purement prescriptifs qui auraient conquis l'université partout dans le monde. Bell Hooks fait voir d'un autre œil nos classiques féministes comme Simone de Beauvoir et nos idéaux d'émancipation des femmes par des emplois prestigieux. C'est une lecture qui m'a beaucoup appris et j'aurais aimé la faire plus tôt. Pour moi, c'est le meilleur livre sur le féminisme et tous les amis à qui je l'ai suggéré l'ont trouvé hyper pertinent, donc je vous le conseille vivement. Vous le trouvez facilement en librairie ou sur internet en PDF. C'est parti! Pour donner quelques repères historiques de base, les États-Unis ont une histoire raciale compliquée. La guerre de sécession permet l'abolition de l'esclavage en 1865. Mais les Noirs vont subir très longtemps la ségrégation, sous les lois Jim Crow notamment. Concrètement, ils sont exclus des écoles, des transports, des magasins et des services civiques des Blancs. À partir des années 60, le mouvement des droits civiques va lutter pour l'acquisition de l'égalité des droits avec les Blancs. Gloria Jane Watkins, alias Bell Hooks, naît en 1952 à Hopkinsville, une petite bourgade ségrégée du Kentucky, d'une famille populaire de 6 enfants. Sa mère était bonne et son père, homme de ménage et concierge. Elle passe par l'école ségrégée, mais elle peut ensuite étudier à Stanford puis faire un doctorat à l'Université de Californie. Elle devient alors une universitaire féministe afro-américaine reconnue de par le monde. Feminism is all things to all people, then what is it? I mean, how do we locate it as a radical political movement in our lives? Notons qu'elle est née 10 ans après Angela Davis. Angela Davis est plus connue en France que Bell Hooks, peut-être en raison de son engagement politique pour les droits civiques dans les Black Panthers. Incarnation du Black Power dans une Amérique en proie à la ségrégation raciale, Angela Davis milite depuis les années 60 pour la justice sociale. Sa détermination et sa coupe afro qu'elle porte comme un casque de combat ont fait d'elle une icône aussi crainte que respectée. Femme, noire, homosexuelle, d'origine modeste, elle n'appartient à aucun groupe dominant et s'indigne contre toutes les oppressions. Celle des Américains sur les Vietnamiens, celle des Blancs sur les Noirs, des riches sur les pauvres, des hommes sur les femmes. Elle a aussi écrit d'intéressants livres historiques et politiques comme Femmes, race et classe, mais ils sont moins théoriques que ceux de Bell Hooks. Angela Davis y propose une histoire des femmes esclaves et de la cause anti-esclavagiste dans laquelle les femmes, blanches et noires, se sont beaucoup investies. Continually point out that we would not have a black movement in the US. There would have been no civil rights movement without the pivotal organizing efforts of women. And oftentimes we don't take into consideration the work of those whose names are not known, who are not represented as individuals. We don't take into consideration the work that poor black women, especially in the context of the US, the work that they did to guarantee that we would move forward in our struggles against racism. Mais dans la lutte pour les droits des femmes, née pendant la lutte pour les droits civiques, les femmes blanches et bourgeoises oublient souvent les revendications des ouvrières blanches et des femmes noires, voire sont parfois explicitement racistes. Bell Hooks et Davis ont des points communs biographiques. Ce sont des universitaires issus de milieux populaires afro-américains, mais aussi théoriques. Elles font toutes les deux leur critique du racisme et des inégalités dans la critique du capitalisme. L'émancipation des Afro-Américains, des hommes comme des femmes,
passe par la lutte contre le capitalisme. Quand on parle de la population noire aux États-Unis, on parle d'une population dont 94% sont des ouvriers. Lorsqu'il y a une crise économique comme maintenant, les Noirs sont les premières victimes et les victimes les plus graves. Il faut regarder la lutte contre le racisme comme centrale dans la lutte anticapitaliste. Parfois, on a la tendance de considérer le racisme comme seulement des attitudes. On croit que s'il y a beaucoup de Blancs qui n'aiment pas les Noirs, cela c'est le racisme. Mais je crois qu'on doit regarder le racisme premièrement comme un arme de la classe dominante. D'abord pour surcroître les profits des capitalistes, et pendant toute l'histoire des États-Unis, le racisme a été l'arme la plus importante dans l'arsenal de la classe dominante. Ceux qui pratiquent ce racisme violent, ce sont les Blancs ouvriers. Il faut leur apprendre que ce n'est pas du tout dans leurs intérêts de lutter contre les Noirs. Je ne dis pas qu'automatiquement le racisme pourra disparaître avec le renversement du capitalisme. Ce que je dis, c'est qu'il n'est pas possible d'établir une base pour éliminer tous les vestiges de racisme sans le renversement du système dans lequel les racines sont présentes. Elle théorise le Black Feminism, mouvement féministe né aux États-Unis pendant la lutte pour les droits civiques, qui associe les critiques du sexisme, du racisme et du capitalisme, parce que les facteurs de genre, de race et de classe sociale fonctionnent ensemble dans l'oppression quotidienne. On ne s'en prenait pas seulement à la domination blanche, mais aussi au capitalisme. Pour nous, le capitalisme avait donné naissance à une classe ouvrière maintenue dans une indigence absolue. C'était injuste. On pensait que si on voulait être libre, ce système devait être détruit. On ne pouvait pas être libre dans un système qui nous avait toujours opprimés. Il fallait donc l'éliminer. Elles sont donc à l'origine des idées d'intersectionnalité qui n'étaient pas du tout évidentes à l'époque. Les féministes leur reprochaient notamment de détourner l'attention de la lutte des femmes et de tout mélanger. Black women have questioned feminism because of our recognition that race is always a factor. So there's been a calling attention to racism within the women's movement, particularly the racism of privileged class women who were saying, we're victimized because of certain issues that Black women did not see as an occasion for victimization. Our reformist-based feminist movement very much pitted Black women against white women by the fact that the discourses of women of color and Black women were left out. On voit un peu ces tensions dans Mrs. America, l'excellente série de Davy Waller sur le féminisme américain des années 70, où la seule noire de l'équipe d'une revue féministe voit son point de vue et son expérience propre écartés quand elle suggère qu'elle n'a pas exactement les mêmes intérêts et stratégies en tant que femme noire que les féministes blanches, parce qu'elle subit d'autres discriminations. Davis s'engage dans le mouvement des droits civiques, où elle insère les problématiques féministes, alors que Bell Hooks s'engage plutôt dans le mouvement féministe, où elle insère les problématiques antiracistes. Elles s'opposent toutes deux au courant féministe antérieur qui se disait universaliste, mais qui était en fait pensé par et pour les femmes blanches et bourgeoises, dans une société encore marquée par les inégalités causées par le racisme. Leur lutte contre le racisme ne se limite pas aux femmes afro-américaines, mais inclut aussi les portoricaines, les latino-américaines, les orientales et les asiatiques. Toutes ces femmes ont un vécu spécifique différent de celui des blanches. Par exemple, elles subissent des viols de représailles, des stérilisations forcées ou le vol de leurs enfants, alors que les femmes blanches de l'époque cherchaient plutôt à acquérir le droit à l'avortement. Voilà pour le portrait théorique global du Black Feminism américain. Maintenant, on va entrer dans le détail du livre de Bell Hooks qui est très dense. L'œuvre de Bell Hooks rend compte des interrelations entre les facteurs de discrimination. En 1981, elle publie « Ne suis-je pas une femme ?» sur les problématiques de race, classe et genre au sein même du mouvement féministe. Elle fait l'histoire du sexisme et du racisme pour montrer qu'ils conduisent à dévaloriser la féminité noire, ce qui permet ensuite aux institutions médiatiques, éducatives et politiques, qui sont capitalistes comme patriarcales, de dénigrer et marginaliser les femmes noires. Dans De la marge au centre, en 1984, elle critique le féminisme universaliste, aveugle aux différences et aux rapports de domination de classe et de race. Il a une vision monolithique du vécu des dominées des femmes, et manque donc les possibilités d'union de toutes les femmes vivant le racisme ou la domination capitaliste. Pour Bell Hooks, ces féministes cherchent à rendre les femmes égales aux hommes, alors que ni les femmes ni les hommes ne sont un groupe social homogène. Bell Hooks propose à l'inverse un féminisme qui s'adresse à tous et à toutes, aux marges sociales comme au centre, d'où le titre, pour inclure cette variété d'expériences. C'est un féminisme pluraliste, c'est-à-dire qui tient compte d'une multiplicité d'expériences de domination, sans hiérarchiser et sans dire qu'un vécu est plus important ou plus grave qu'un autre. Son but, c'est de penser des pistes d'émancipation communes qui n'excluent personne, ni certaines femmes, ni même les hommes,
puisque Bell Hooks réfléchit longuement à leur place dans le mouvement féministe. On peut regrouper ses apports à la théorie féministe sous 3 angles. Ses apports méthodologiques, l'inclusivité de son féminisme et sa critique du capitalisme. Bell Hooks ne fait pas que du militantisme. Sa philosophie se fonde sur une critique épistémologique de l'universalisme qui touche la philosophie comme les sciences sociales. L'universalisme, c'est prendre son point de vue pour le seul possible ou le seul bon, sans prêter attention au particulier, au contextuel et au divers. Du marxisme au pragmatisme, beaucoup de traditions philosophiques contemporaines se sont interrogées sur les spécificités de certaines dominations et ont essayé de faire droit au pluralisme. On peut le lire notamment dans l'ouvrage que j'ai traduit, Le pragmatisme comme philosophie sociale et politique, où Paul Taylor insiste sur l'importance pragmatique de tenir compte de la notion de race pour naviguer dans le monde contemporain et comprendre les souffrances et discriminations liées à l'origine, l'accent, la couleur de peau ou la culture, alors même qu'on aurait envie de s'en passer pour affirmer une égalité de droit universaliste et aveugle aux différences. Patricia Hill Collins montre que le féminisme noir renouvelle l'épistémologie des sciences sociales d'une façon pragmatiste, en utilisant le témoignage d'expériences vécues et en revalorisant le vécu personnel, qui est aussi politique, contre des analyses purement quantitatives et statistiques. Analyser leurs principes, mais aussi les choix pragmatiques parfois opposés qui guident le comportement des minorités opprimées, permet d'établir une théorie de l'action qui n'en reste pas aux grands idéaux éthérés. Bell Hooks fonde son féminisme intersectionnel sur une critique du féminisme universaliste blanc des années 1960 et 1970, incarné notamment par Betty Friedan ou Gloria Steinem. Il part d'une femme générique, abstraite, et ne tient pas compte des rapports sociaux, de classe, de race et de sexe dans la société américaine pourtant patriarcale, raciste, capitaliste et impérialiste. Bell Hooks déconstruit l'unité de la catégorie de femme pour montrer que le genre n'est pas le seul facteur qui détermine l'expérience d'une femme. Toutes les femmes ne vivent pas le sexisme de la même façon, mais il est aggravé selon que vous êtes une femme pauvre, racisée ou homosexuelle. Remind us continually of the interlocking systems of domination that define our reality, and not to just have one thing be like, gender is the important issue, race is the important issue. All of these things actually are functioning simultaneously at all times in our lives. And that if I really want to understand what's happening to me right now at this moment in my life as a black female of a certain age group, I won't be able to understand it if I'm only looking through the lens of race. I won't be able to understand it if I'm only looking through the lens of gender. Cette variété des expériences féminines du réel est encore trop souvent ignorée. En France, la récente tribune sur le droit à importuner, signée notamment par Catherine Deneuve, montre bien que le vécu des femmes n'est pas homogène. Quand on parle de harcèlement, certaines n'en perçoivent pas forcément la gravité, du fait de leur classe sociale notamment. Une célèbre actrice blanche et riche n'aura certainement pas la même conception de ce qu'elle appelle le plaisir d'être importunée que d'autres femmes au nom desquelles elle se permet pourtant de parler. Le but n'est pas de dire qui a raison, mais de ne pas nier le vécu des autres, car toute souffrance est à combattre, même si on ne la vit pas directement. La critique méthodologique de Bell Hooks se fonde sur l'épistémologie marxiste, qui montre que les discours et positions idéologiques sont déterminés par des facteurs sociaux et culturels, des positions matérielles dans l'espace social. Il faut toujours se demander depuis quelle position sociale parle telle personne. Les théories féministes des blanches bourgeoises de l'époque reflètent en fait leurs valeurs de classe et de race. Elles ont aussi un but stratégique, même s'il n'est pas conscient, qui est de préserver leur position dominante dans l'espace social en monopolisant le mouvement féministe, monopole d'autant plus aisé qu'il y a peu d'écrits de femmes noires à l'époque. Bell Hooks raconte que dans les réunions féministes auxquelles elle participait, les blanches adoptaient une posture condescendante vis-à-vis des autres pour les exclure. Le féminisme doit inclure toutes les femmes. Bell Hooks précise qu'il ne faut pas seulement demander aux femmes noires de parler du racisme comme si elles n'avaient que cela à dire. Elles sont aussi légitimes à participer à toute la théorie du mouvement féministe, c'est-à-dire à la critique du travail et de la domination capitaliste, autant qu'à la conception des rapports avec les hommes et à la famille. En déconstruisant la catégorie faussement homogène de femmes et en montrant la pluralité des expériences et des luttes féministes, Bell Hooks a révolutionné le milieu militant et universitaire du féminisme, jusqu'alors principalement blanc et privilégié. Aujourd'hui, le manifeste du féminisme pour les 99% va aussi dans ce sens. Pour Bell Hooks, le féminisme doit inclure absolument tout le monde. D'abord, les femmes pauvres et silencieuses qui n'ont pas autant de pouvoir pour dénoncer et changer leurs conditions que les femmes dans une position sociale dominante.
Elle invite à construire une solidarité politique par une vraie sororité, et oui, elle utilise déjà ce terme. Les femmes doivent s'allier et éradiquer ce qui les divise, comme le racisme et les privilèges de classe. Par exemple, Bell Hooks trouve paradoxal que les femmes blanches de l'époque fassent garder leurs enfants par des femmes pauvres et racisées pendant qu'elles vont à des manifestations féministes. Bell Hooks insiste aussi sur l'importance d'inclure les hommes, position qui ne fait pas toujours l'unanimité dans le mouvement féministe. Elle reproche aux féministes blanches et aisées d'avoir fait de tous les hommes des dominants, en ignorant qu'elles avaient souvent plus de privilèges en tant que blanches bourgeoises que les hommes pauvres ou racisés. Cela a éloigné ces hommes du féminisme, ainsi que leurs femmes, qui se sentaient souvent plus proches de l'expérience de domination de leurs hommes que des femmes blanches bourgeoises. Pour Bell Hooks, les hommes peuvent être des camarades de lutte contre l'oppression sexiste, classiste et raciste. On est sur le terrain tous les jours, on se bat tous les jours, et de voir qu'il y a beaucoup d'hommes aussi, c'est ça aussi qui m'impressionne aujourd'hui, c'est les enfants et les hommes. Ils peuvent s'allier aux femmes dans la critique du capitalisme et ils peuvent éviter de reproduire les facteurs de domination. Les hommes ont été éduqués à accepter l'idéologie sexiste. Et ils ont donc à présent la responsabilité de l'éliminer. Se débarrasser de la violence masculine en passe par la critique de la notion sexiste de masculinité, qui fait croire qu'être un vrai homme, c'est exercer du pouvoir sur les autres. Les hommes peuvent aussi partager les tâches parentales, si on leur enseigne l'importance de la paternité. De plus, la violence masculine contre les femmes incarne certes la domination masculine, mais elle est aussi produite par un monde social violent et hiérarchique, comme le monde du travail capitaliste, dont les hommes et les femmes doivent s'affranchir. Pour Bell Hooks, les hommes sont donc des alliés nécessaires du mouvement féministe révolutionnaire qui est intrinsèquement anticapitaliste. Mais ce n'est pas évident que toutes les féministes aujourd'hui soient anticapitalistes. Certaines veulent seulement réussir économiquement comme les hommes en adhérant complètement aux valeurs du capitalisme. Pourquoi le féminisme et l'anticapitalisme seraient-ils alors nécessairement liés ? L'anticapitalisme de Bell Hooks se fonde sur l'articulation théorique du patriarcat et du racisme avec le capitalisme dans son ensemble, comme on l'a vu précédemment. Il se précise aussi dans la critique de certaines positions capitalistes du féminisme bourgeois. Bell Hooks critique l'idéalisation du travail salarié par le féminisme bourgeois qui a revendiqué l'accès à l'emploi pour gagner l'indépendance économique vis-à-vis du mari. C'est indéniable que pour certaines, il permet cette émancipation. Mais en fait, il renforce leur dépendance vis-à-vis du marché capitaliste ainsi que l'adhésion aux valeurs consuméristes et productivistes en incitant les femmes à travailler plus pour consommer plus. Pour le féminisme capitaliste, c'est à chacune de faire des études lucratives pour obtenir un poste prestigieux, réussir à concilier sa vie pro et perso, faire ses preuves et tenir bon, sans jamais questionner le monde du travail lui-même. On oublie le caractère collectif de l'oppression sexiste et des solutions d'émancipation qui sont politiques. En plus, la dévalorisation du travail domestique comme lieu d'ennui et la valorisation d'un emploi salarié épanouissant existentiellement sont des perceptions déterminées par la position sociale. Les féministes bourgeoises s'imaginent faire des carrières valorisées et bien payées, et non de sales boulots, et c'est pour ça qu'elles valorisent le travail et l'émancipation vis-à-vis du foyer. Elles oublient que beaucoup de femmes travaillent déjà à l'extérieur du foyer dans des emplois précaires, et que ça ne les rend pas bien heureuses. Pour Bell Hooks, cette vision idéaliste du travail a été un repoussoir pour les femmes pauvres vis-à-vis du féminisme, parce que pour elles, l'emploi est exploitant et déshumanisant, et c'est à l'inverse la famille et la maternité qui sont valorisées comme des perspectives d'épanouissement. Pour les femmes esclaves dont les racistes niaient les facultés humaines, le soin domestique était l'activité qui affirmait son identité en tant qu'être humain capable d'amour et d'attention, ce dont les hommes sont aussi capables si on leur enseigne la paternité. Les féministes majoritairement blanches des années 70 ont critiqué l'oppression familiale et ont proposé d'abolir la famille, alors que pour beaucoup d'autres femmes, la famille est un foyer choyé, protégé de l'exploitation raciste et capitaliste du monde extérieur. La vie familiale peut être oppressive en raison de l'oppression sexiste, mais elle peut aussi être débarrassée de ses rapports de force pour devenir une structure affective de soutien. Le féminisme de Bell Hooks est donc bien révolutionnaire. Il s'agit de penser et lutter pour une société radicalement différente, débarrassée des rapports de force capitalistes, impérialistes et sexistes, où la famille, le monde du travail, les mouvements sociaux et l'organisation politique seraient radicalement différents. Il ne peut se contenter de réformes pour améliorer le statut social de certaines femmes, réformes qui font perdre de vue la nécessité d'une transformation totale de la société. Pour Bell Hooks, le féminisme, ce n'est pas prendre la place des hommes blancs dominants, mais c'est lutter contre toute forme de hiérarchie sociale, d'exploitation économique et de racisme, des hommes comme des femmes.
Dit comme ça semble facile et on est toutes et tous d'accord. Mais ça soulève des questions très concrètes qui ne sont pas souvent débattues. Peut-on se dire féministe et embaucher des femmes pauvres et racisées pour faire nos tâches domestiques ? Peut-on accepter que ce soit elles qui prennent soin de nos lieux de travail, de nos gares, de nos transports en commun et de nos personnes âgées, parce qu'on a divisé ainsi les tâches sociales en prétextant que notre propre temps serait plus précieux que le leur? Peut-on accepter qu'elles subissent des attaques quotidiennes parce qu'elles portent le voile? En tant que féministe, faut-il valoriser l'emploi des femmes, cause potentielle de leur exploitation, ou accepter que certaines préfèrent prendre soin de leur famille, ce qui risque de les rendre dépendantes des solidarités familiales? La réponse facile serait de dire que chacun fasse comme il veut, mais on sait bien que les politiques publiques et les jugements moraux et sociaux influent sur les choix individuels. On fait rarement ce qu'on veut, si la société ne valide pas la possibilité concrète de ces choix. Ce sont des débats très chauds dont il faut parler pour construire un féminisme plus inclusif. Si vous voulez en savoir plus sur ces questions, on vous conseille le livre de Bell Hooks, celui d'Angela Davis, et l'anthologie de textes d'Elsa Dorlin, Black Feminism Revolution, et on vous en met encore plus dans la description. Ciao!